Effectivement, on va avoir, je pense, l'occasion de revenir sur un certain nombre des points que vous avez évoqués, en confrontant aux autres expériences et en approfondissant, je pense, certains points. Alors, je passe tout de suite la parole à Seyni Moumouni. Vous êtes philologue et historien, directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey, au Niger. Et vous êtes investi également dans des activités d'expertise, notamment pour l'UNESCO et pour le CAMES. Et vous avez un investissement peut-être plus militant sur des thématiques de la justice cognitive et du partage des savoirs. Votre intervention donc, prend appui sur cette expérience et envisage donc les questions posées par les recherches participatives plutôt à partir du terrain africain. Donc, merci, vous avez la parole. Je vous passe le micro peut-être. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, donc, merci pour cette invitation. Donc, comme ça a été dit par le président de la séance, donc cette question de responsabilité en recherche en recherche scientifique, c'est une question d'actualité. Alors, j'ai regardé tout ce qui a été fait par rapport au premier et deuxième colloque. Et en ce qui concerne l'Afrique, je serai obligé de revenir sur certains points liés, bien sûr, à ce qui a été fait, le constat, l'état de lieu, parce que, comme on dit, la répétition est pédagogique. Alors, et donc, vous savez, l'Afrique, c'est en matière d'injustice cognitive, c'est vraiment l'Afrique reste, le cas de l'Afrique est spécifique. On ne peut pas comparer à ce que vous vivez ici en France, parce que ce mouvement, c'est des mouvements vraiment récents, mais en Afrique, au Niger en particulier. Dans ce continent, on a toujours connu, depuis les années 60 à maintenant, ces cas d'injustice cognitive. Et dans ce continent, en Afrique et au Niger en particulier, la recherche y est durablement... Et alors, la recherche est durablement caractérisée, ça a été dit dans les rapports, par des disparités énormes de moyens, de volonté politique, et surtout par l'imposition d'une certaine science de commandement. Donc, science de commandement sur l'ensemble des aspects normatifs et productifs. Alors, le contexte bilanciel de la recherche scientifique en Afrique est particulièrement préoccupant parce que ça s'appuie sur des logiques structurelles qui sont des logiques basées sur le centre et périphérie. Et donc, vous le savez. Et qui caractérisent des collaborations entre des chercheurs africains et leurs pairs ou homologues du Nord. Alors, en ce qui concerne les recherches en sciences humaines et sociales que je connais bien, une des critiques académiques faites de l'intérieur, et ça aussi vous le savez, mais je répète, est leur colonialité, d'où la nécessité de les décoloniser. Il y a eu des mouvements de décolonisation de ces savoirs à travers des travaux menés depuis les années 70 par le Code d'État décolonial. Alors, cette approche propose une désobéissance épistémologique et une reconnaissance des savoirs des autres, des savoirs des peuples anciennement colonisés. Et il faut aussi dire que cela se caractérise et tient surtout en deux termes appelés épistémicide et linguicide. Alors, épistémicide et linguicide, c'est-à-dire mort des savoirs et mort des langues. Alors, ces deux termes véhiculent des enjeux sociétaux abyssaux touchant l'éducation, la culture, notamment les identités, les valeurs et les transformations sociales et civiques. Alors, quand on prend l'Afrique, ce continent, c'est le seul continent qui demeure où la majorité des enfants
débutent leur scolarité dans une langue qui leur est étrangère. Alors, donc, synonyme d'échec, de redoublement, d'abandon scolaire et de creusement de toutes les inégalités, et donc scolaires, sociales et cognitives. Il convient de préciser que les épistémicides et linguicides s'entendent aussi comme la disparition des autres formes de signification africaine, en particulier les graphies et les écritures africaines autochtones, pas seulement les manuscrits arabes et ajami, dont je suis spécialiste, mais aussi les autres formes d'écriture, notamment les écritures typiquement africaines comme le tifina, l'écriture rouaille, les inko, etc., etc. Alors, ces linguicides qui caractérisent les anciennes colonies génèrent des sociabilités singulières où le peuple s'improvise de leur humanité, de leur langue, de leur faculté à signifier et à imaginer le monde. Alors, il faut, à partir de ces constats, l'Institut L'Hirsch, que un certain nombre d'entre vous connaissent très bien, et ce cadre a toujours été animé par des chercheurs qui essayent d'établir une recherche responsable avec la société. Et vous connaissez, il y a un chercheur qui a beaucoup donné de son temps et puis aussi de son savoir. Je nomme Jean Rouch. Jean Rouch est un chercheur typique, n'est-ce pas? Un chercheur responsable qui a toujours animé, qui a toujours voulu établir cette relation entre société et recherche scientifique. Donc vous connaissez ses travaux et c'est un chercheur qui n'a pas été soutenu, mais qui a travaillé avec des acteurs, des gens de tout le monde et on sait très bien les conditions dans lesquelles Jean Rouch a fait sa thèse. Donc il a bénéficié des collaborateurs locaux de la société civile, quelqu'un comme Damouré Zika, qui n'a pas voulu prendre ses indemnités de terrain, de recherche, parce qu'il voulait en tout cas contribuer et aider Jean Rouch à finir sa thèse en lui laissant ses indemnités de recherche. Voilà donc un exemple de recherche collaborative. Mais aussi, il y a eu des chercheurs locaux comme Boubou Hama, qui a aussi essayé dans cette institution qui est l'Hirsch de donner un exemple de recherche participative et collaborative à travers ses travaux de recherche historique, notamment dans les collections, tout ce qu'il a eu à rassembler, à réunir en termes de patrimoine écrit, historique, la tradition orale, les manuscrits, etc., etc. Alors, donc, c'est dans cette dynamique, à l'Hirsch, c'est une tradition fondamentale, cette tradition qui consiste à produire une compréhension originale de la société ainsi que des théories novatrices inspirées par les vécus notamment des Nigériens et les vécus des Africains. C'est notamment cette évolution qui a inspiré, n'est-ce pas, par la suite des mouvements de création d'autres espaces de libre-échange au sein de l'université de Niamey. Alors, donc, dans ce mouvement-là, moi, personnellement, j'ai eu à créer l'université populaire de Niamey. Donc, l'université populaire de Niamey, que j'ai eu à créer, bien sûr, c'est en référence à une dynamique, parce que vous le savez très bien, en 2002, il y a eu ici à Caen la création de l'université populaire de Caen par Michel Onfray. Et donc, fort de cette expérience, une fois au Niger, la première chose, c'était pour moi d'abord de voir comment le savoir, les résultats de la recherche est diffusé auprès du grand public. Alors, moi-même, j'ai
avant d'être même avoir le poste, j'ai eu le besoin de faire des conférences, le besoin de dispenser des cours face à la bureaucratie académique. J'ai été bloqué, ce n'était pas possible. Alors j'ai dit, bon, dans ce cas, il faut créer cet espace de libre-échange et j'ai créé l'Université populaire de Niamey pour permettre non seulement au grand public d'accéder au savoir, mais aussi pour permettre aux chercheurs, parce que aussi, il faut aussi dire que les phases de la recherche, on sait très bien qu'en termes de recherche fondamentale, il y a les motivations, ce dont on parle aujourd'hui de offre et demande, mais aussi la diffusion, l'interaction. Le chercheur ne doit pas s'asseoir sur les résultats de ses recherches, mais il doit permettre au grand public, il doit participer à la diffusion et à la valorisation de ces recherches-là. Et alors, ce cadre était aussi pour les chercheurs, les collègues chercheurs nigériens et africains ou étrangers, une fois sur place, de trouver un cadre pour exposer, pour présenter les travaux de la recherche. Et c'était comme ça que on a pu établir à travers l'Université populaire les rapports entre la recherche scientifique et la société nigérienne. Alors, donc, cet espace, c'est pas seulement les recherches grand public, mais aussi permettre les acteurs de la société civile, les artisans, les créateurs, les gens de tout, les musiciens. Donc c'est un espace ouvert où on laisse, en tout cas on donne la possibilité au savoir de s'exprimer et d'avoir d'interaction entre créateurs, savants, chercheurs, d'échanger. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup de temps parce que c'est la logique de cette conférence introductive. Alors pour terminer, je voudrais juste dire que le cas de l'Afrique, on parle en termes de... Je visionnais les vidéos et je me suis intéressé au concept de société à irresponsabilité illimitée. Et je donne l'exemple aujourd'hui de Pierre Calam, n'est-ce pas, du paludisme, par exemple. Le paludisme en Afrique, jusqu'à présent, le paludisme, ça tue. Et on n'arrive pas à éradiquer le paludisme. Et donc, c'est un exemple de irresponsabilité illimitée. Et il y a aussi, dans beaucoup de domaines, les maladies, l'environnement, le savoir des autres, le climat des autres, les maladies des autres. Et on tourne le dos jusqu'à ce que ça arrive, ça nous rattrape, on dit « Ah, il faut trouver un vaccin pour le paludisme ». Et voilà. Et donc, c'est très important aussi les questions de libre accès. On parle beaucoup aujourd'hui de libre accès. C'est très important dans ce contrat, en tout cas, parce que tout ce que le but de cette rencontre, c'est d'arriver à redéfinir, à établir un nouveau contrat social entre recherche scientifique et société qui prennent en compte les savoirs des autres et qui prennent en compte de façon globale et permettre le renouvellement, en tout cas, de la science au point de vue de la société dans laquelle nous vivons. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup.